Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, le Maroc est de nouveau le théâtre de l'exercice militaire et de la vision stratégique. Il s'agit en effet du coup d'envoi de la 21e édition d'African Lion, le plus grand exercice multinational du continent. Et ce n'est pas qu'une démonstration de force. C'est la consolidation d'un partenariat historique entre Rabat et Washington sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Objectif, bâtir un système de sécurité robuste sur la façade atlantique et bien au-delà, avec plus de 40 nations unies pour renforcer l'interopérabilité militaire et la stabilité régionale. Ce sera sans compter sur le voisin de l'Est, car pendant que le royaume s'affirme sur la scène internationale par sa clarté stratégique, d'autres s'enfoncent dans le chaos. Le retrait d'Alger de l'African Lion, 24 heures seulement après avoir confirmé sa participation, n'est que le dernier épisode d'une diplomatie sans boussole, visiblement. Un régime sans cap ni tête, valsant presque maladroitement entre Moscou et Washington. Un pays qui s'aliène ses partenaires et s'isole de plus en plus. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas été conviée au défilé militaire du 9 mai sur la place rouge de Moscou. Autre preuve, s'il en fallait davantage, ce refus catégorique de l'Égypte et de la Mauritanie de cautionner les manœuvres militaires d'Alger avec ce qui se fait appeler le Polisario. En parlant de manœuvres militaires, l'African Lion 2025 ne révèle pas seulement une prouesse militaire, il est le miroir d'une réalité géopolitique. D'un côté, un Maroc visionnaire, bâtisseur de sécurité et de confiance, de l'autre, un système en pleine déroute. La carte de la stabilité régionale se dessine sous nos yeux avec une clarté implacable. J'accueille pour le débat ce soir l'analyste en stratégie, défense et sécurité, professeur Nizar Dardabi. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Se joint à nous depuis Paris le professeur universitaire, spécialiste des questions militaires et sécuritaires aussi, professeur Abdelrahman Kawi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonjour Khadija, bonsoir à toutes et à tous et à mon collègue sur le plateau. Merci, bienvenue à vous encore une fois Sim Kawi. Alors, professeur Dardabi, African Lion 2025, encore une fois le Maroc est au cœur du plus grand exercice militaire conjoint d'Afrique. Quelle est la portée stratégique et surtout numérique de telles manœuvres et d'une telle coopération au sommet entre Rabat et Washington? Je dirais tout d'abord que African Lion incarne bien plus qu'un exercice militaire multinational. Il reflète en fait, pour moi, la place croissante du Maroc en tant que puissance militaire régionale qui a pour seul but de viser une stabilité et une sécurité régionale. Oui. C'est le principal objectif auquel aspire le Royaume du Maroc et bien sûr son bras militaire, si on peut dire, qui sont les forces armées royales, qui n'ont pour seul but que de consolider cette paix et cette stabilité qui fait du Maroc un bastion de stabilité dans une région que l'on sait tous très mouvementée, si je peux dire, mais surtout très déstabilisée par plusieurs acteurs étatiques, séparatistes, mais aussi terroristes au niveau de la région du Sahel. Vous avez évoqué le volume de cet exercice militaire. Il faut préciser que c'est le premier exercice en termes de volume au niveau africain. Et bien sûr, c'est pour cela qu'il en est à sa 20e édition, sa 21e, pardon. C'est un exercice qui a été continu dans le temps. Il s'est arrêté, je pense, une ou deux éditions durant la période du Covid. On comprend parfaitement les raisons pour lesquelles, bien sûr, cet exercice a été arrêté. Mais c'est un exercice qui, d'année en année, monte en puissance. Et on voit l'attrait et puis les sollicitations de plusieurs États, qu'ils soient alliés à l'OTAN ou bien même d'autres États africains, européens, qui Parlez-nous justement de plus de 40 pays qui participent à cet exercice, professeur Dardabi. Alors, traditionnellement, d'abord, on sait que la direction de l'exercice au début, elle a été bicéphale. Elle est toujours encore. Ce sont le Maroc et les États-Unis qui dirigent, qui ordonnent, qui organisent l'exercice. L'exercice, on sait, se tient sur le territoire marocain, sur 6 zones militaires. Je citerai les plus importantes, Agadir, Tifnich, Tantan, où va se dérouler l'exercice final, c'est-à-dire le feu d'artifice final, où on va voir la grande manœuvre qui va consolider tous les entraînements et les exercices militaires et qui va aboutir à un exercice
où toutes les forces qui sont là vont participer à travers leur matériel, leur équipement, leur armement. Mais bien avant, toutes les forces qui vont participer, donc les États-Unis et le Maroc, mais tous les autres pays africains. D'ailleurs, on remarque que d'année en année, le nombre de pays africains augmente. On sait que l'intérêt pour cet exercice est très important parce que c'est le plus grand exercice au niveau africain, mais aussi parce qu'il intègre un nombre très important de matériel de dernier cri. Et c'est très important. Donc toutes les phases des exercices militaires sont incluses dans cet exercice. La phase de la planification, qui est très importante, planifier avant l'exercice militaire, la phase de conduite des opérations, c'est-à-dire que tout ce qu'on a planifié, on va le mettre en œuvre sur le terrain, et puis un rétex à la fin qui va permettre à toutes les forces qui ont participé, d'abord, de faire un entraînement sur le terrain soutenu, avec les meilleurs équipements, avec les meilleures compétences, je vais dire, marocaines et américaines, et à la fin, de sortir avec des enseignements, et c'est le but de tous les exercices au niveau multinational, avec, comme je dirais, principe majeur ou bien objectif majeur, c'est assurer l'interopérabilité, c'est-à-dire faire en sorte que l'armée marocaine, avec ses alliés, en premier lieu l'armée américaine, mais aussi les autres composantes, les armées de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, de l'Europe, de parler le même langage sur le terrain, de manœuvrer ensemble. Si je vous permettez, je fais le parallèle avec le monde sportif, c'est-à-dire essayer de jouer dans la même équipe, essayer de se comprendre, pour avoir un objectif final qui est d'assurer un succès militaire au-delà de ces opérations, mais aussi essayer de renforcer les liens et les capacités mutuelles. Et on sait que chaque armée, quelle que soit sa puissance militaire, a beaucoup à apprendre des autres par son expérience, par sa maîtrise de théâtres d'opérations ou bien de terrains qui sont un peu difficiles. Je parlerai un peu du terrain des provinces sahariennes qui est désertique. Et les Américains, autant que d'autres pays européens et africains... Pour ne citer que la Hongrie, le Portugal, les Pays-Bas, ce sont des exemples de pays africains qui participent à cet exercice militaire. Ils ont beaucoup à apprendre de comment l'armée marocaine maîtrise cet environnement difficile, comment l'armée marocaine parvient à manœuvrer ici. Et de l'autre côté, l'armée marocaine aussi apprend beaucoup de choses en termes de savoir-faire, en termes de compétences des autres alliés. Et c'est l'objectif principal de cet exercice. Alors, d'autant plus que le Maroc vient d'acquérir d'importants dispositifs militaires à la pointe de la technologie. Donc, ça fait aussi un exercice grandeur nature pour celles et ceux qui vont piloter ces engins-là. Alors, professeur Mkawi, il y a un point très important. On parle de stabilité régionale, on parle de sécurité régionale et la vision du Maroc pour cet espace atlantique et au-delà. Comment cela est-il reconnu de facto par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, ou communément appelé l'AFRICOM? Je pense, si je rebondis sur ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire l'objectif principal, central de ces manœuvres, c'est l'interopérabilité des forces alliées dans cet exercice contre toutes les menaces hybrides, terrestres, navales, aériennes, spatiales ou numériques. Donc, c'est un objectif global dans lequel l'armée américaine va utiliser en partenariat avec les phares de gros moyens dans les systèmes de roquettes HIMARS, dans l'artillerie mobile, dans des moyens des escouades de la 5e génération et surtout l'utilisation des satellites dans les exercices de cyberdéfense intégrés. Donc, il y a aussi un souci que ces manœuvres mènent à la création d'une communauté de défense multinationale avec les États-Unis pour défendre l'Afrique contre toutes ces menaces hybrides. Le Maroc se situe comme un facteur important dans la stratégie américaine. Premièrement, c'est un partenaire
privilégié des États-Unis dans le domaine de sécurité et de défense, et en même temps de l'OTAN. Et ce rôle du Maroc de défendre aussi l'Afrique et surtout la zone de l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et l'Afrique du Nord, de toutes ces menaces hybrides. Notons que les organisations terroristes qui s'activent actuellement au Sahel se sont développées d'une manière spectaculaire. Ils sont devenus des petites armées, des squads qui sont très mobiles, bien dotés, armés de plusieurs sortes d'armements, dont les drones, les antiaériens, et en même temps des moyens sophistiqués d'artillerie, ce qui pose que les manœuvres qui se passent dans un théâtre d'opération allant de Kénitra jusqu'à Tifnit, incluant aussi des opérations humanitaires et de sauvetage à Tifnit, et qui est le cœur aussi de cette opération de sauvetage, mène et montre que le Maroc est devenu un acteur, un facteur de stabilisation de cette région, de défense de cette région, et que le fait qu'il y a la présence de 40 pays avec 10 000 hommes, de l'officier, de soldats jusqu'à sous-officier et à l'officier, montre que les États-Unis avec le Maroc tentent de constituer une communauté de défense, de dissuasion active et partagée. Comme disait le général Guéné, qui est commandant de l'Europe, de l'AFRICOM et des forces américaines de l'Europe méridionale, que c'est un socle stratégique, ces manœuvres, c'est un socle stratégique, c'est un creuset. Il faut rappeler qu'ils ont commencé le 14 avril en Tunisie et ils sont en cours au Sénégal et au Ghana. Et le Maroc constitue l'apogée de ces manœuvres qui sont d'une grande ampleur, avec tout le potentiel humain utilisé, l'armement sophistiqué aussi sur le terrain et le terrain d'opération qui est très vaste. Et je pense que le Maroc, avec les Américains, vont expérimenter pas mal d'armements dans ce... Oui. Alors, vous avez parlé des 40 pays qui participent, professeur Mkawi. Il y a des absents. L'Algérie, grande absente d'African Lion. Est-ce une position politique, une décision stratégique militaire? Non, c'était une position politique. Le commandement de l'ANP algérienne a signifié et a notifié à Africom son intérêt de participer en Tunisie aux manœuvres, mais à la dernière minute, avec 5 officiers comme observateurs, représentant les 4 commandements terrestres, aériens, navals et le renseignement militaire. Mais à la dernière minute, je pense qu'avec évaluation de la doctrine militaire algérienne, ils se sont retrouvés comme en contradiction avec leurs propres idiots, leurs propres mensonges, leurs propres discours et leur propre propagande. Donc c'est ça qui les a poussés à désister et à se retirer de ces manœuvres. Ce n'est pas une question militaire. Et en plus de ça, la question militaire est présente parce que 95% de l'armement algérien est russe. La majorité de l'armement utilisé dans ces manœuvres de l'Union africaine est américain. Donc il y a vraiment une distinction entre leur expérience de l'armement russe et l'armement américain. C'est pour ça qu'ils ont évalué, ils se sont désistés, mais il y a des raisons politiques, idéologiques
et militaire pour expliquer leur désistement. Très bien. Alors, pour parler justement davantage des relations entre Alger et Moscou, il y a quand même cette absence, bon, pas que l'absence en Afrique coloniale, mais une absence encore plus remarquée lors du défilé militaire sur la place rouge de Moscou. C'était le 9 mai, c'était un grand jour dans l'histoire russe, ce qu'ils appellent le jour de la victoire d'ailleurs. Mais voilà, il n'y avait pas de dirigeants algériens sur la tribune. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise de confiance avec Moscou? Je pense que la lecture est simple, c'est que l'Algérie, à force de vouloir jouer sur plusieurs tableaux, principalement les deux tableaux, son allié traditionnel et stratégique russe, et puis l'acteur américain, qui est la puissance dominante et qui impose par, je veux dire, son leadership économique et stratégique mondial. On a vu que dès la prise en main de la nouvelle investiture de Donald Trump, tous les pays ont été impactés directement ou indirectement par la volonté du président américain d'asseoir de nouveau la dominance et l'hégémonie américaine, que ce soit sur le plan d'abord économique, parce que c'est le plus simple à travers des tarifs douaniers, oui, mais aussi sur le plan stratégique et politique. C'est-à-dire que les États-Unis, comme superpuissance, a tous les moyens pour, peut-être pas imposer sa volonté sur l'ensemble de la planète, mais pour pousser ses alliés, bon, les alliés sont déjà alignés avec la politique américaine, mais pour pousser les pays qui seraient plutôt alignés avec la Chine ou la Russie, ce qui était le cas de l'Algérie. Je dis ce qui était parce que maintenant on ne comprend plus, on n'arrive plus à lire la politique et la diplomatie choisies par le gouvernement algérien. Et donc, on a vu un certain, je dirais, une certaine ambiguïté où je rappelle que les Algériens ont proposé aux Américains de venir investir dans leur territoire pour exploiter un certain nombre de ressources hydrocarbures, mais aussi minerais stratégiques, je dirais dans une tentative désespérée d'éviter de s'aliéner la colère de Donald Trump envers tous les pays qui montreraient un certain alignement avéré envers la Chine ou bien envers la Russie. Donc c'est pour ça que l'Algérie, je pense, se trouve actuellement dans une position d'isolement stratégique. En essayant de montrer cette, je vais dire, cette volonté, cette ambition de se rapprocher des États-Unis, ils ont aussi, sans le vouloir, provoqué la colère de Vladimir. C'est l'allié historique qu'est Moscou. Et puis là, clairement, d'abord, Vladimir Poutine voulait montrer qu'à travers cet événement, qui est très important pour eux, c'est l'événement le plus important, la fête nationale la plus importante, il a voulu montrer que d'abord, il n'était pas isolé sur le plan international, on l'a vu avec la présence, hormis, comme vous l'avez dit, des leaders européens, on le comprend, qui sont tous alignés avec l'Ukraine, mais tous les responsables politiques, des BRICS notamment, avec la Chine, qui est leur allié stratégique, mais aussi avec le président Lula, qui est plutôt de gauche. Donc on a vu quand même un plébiscite au niveau international de Vladimir Poutine. Et donc, c'était plutôt pour les pays, je dirais, alliés stratégiques, le fait d'être invité par la Russie comme un signe de rapprochement et d'alignement stratégique. Notamment avec quelques pays du Sahel qui étaient représentés lors de cette cérémonie. On l'a vu d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire l'importance qu'a donné Vladimir Poutine, par exemple, au président de la transition au Burkina Faso, qui a fait le voyage avec un avion officiel russe et escorté par des avions de chasse russes. Donc pour montrer toute l'importance qu'a donné Vladimir Poutine au capitaine Ibrahima Traoré comme allié stratégique, et surtout en oubliant, en occultant l'Algérie. Et je pense que c'est porteur de beaucoup de signaux, d'abord visant tout d'abord la présidence et le gouvernement algérien, mais aussi un signe par rapport à tous ses alliés traditionnels. Alors, justement, en parlant d'alliés traditionnels, il y a ce refus de deux pays de participer à d'autres manœuvres militaires. Cette fois, il s'agit de manœuvres organisées en Algérie.
Que doit-on y voir? L'absence ou le refus catégorique de la Mauritanie et de l'Égypte de participer à ces manœuvres appelées NARC en Algérie, professeur Mkawi? Oui, mais permettez-moi, Khadija, de compléter un peu le commentaire de mon collègue sur place. C'est que les Russes ont signé un accord, un pacte de défense avec les pays de l'AES, l'Alliance des pays du Sahel. Et ce pacte de défense entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Russie est considéré par les officiers de Tagarin comme une trahison de la part de leurs parrains traditionnels ou les Russes. Donc, simplement pour compléter, mais pour ce qui est des manœuvres de NARC cette année, les Égyptiens et les Mauritaniens ont notifié aux organisateurs une fin de non-recevoir à cause de la présence des mercenaires du Polisario. Et tout le monde sait que le Polisario est une milice qui n'a ni le pouvoir de la guerre, ni le pouvoir de la paix. Et par voie de conséquence, les deux pays ont boycotté cette année ces manœuvres qui sont vraiment c'est-à-dire une manœuvre de majorette au Sahara algérien. Donc, ils n'ont aucune valeur, d'autant plus qu'il n'y a pas de semaine que le ministre délégué à la Défense, chef d'état-major, Saïd Chengriha, a organisé des manœuvres à Élysée, à Genève, avec des missiles S-300 et S-400. Donc, les manœuvres sont presque hebdomadaires ou mensuelles en Algérie, avec un arsenal déposé dans toutes les régions militaires. Donc, ces manœuvres d'une arc, même avec la Libye, il y a vraiment une source qui confirme aussi l'absence de la Libye. Et un Haftar qui était présent aussi à la cérémonie du 9 mai. Oui, le commandant libyen. Ça, c'est un autre paire de manches. Le maréchal Khalifa Haftar, avec son fils Haftar, étaient présents. Ils étaient reçus aussi avec des grands honneurs. Et tout cela, c'est des signes que la Russie a tracé sa stratégie, au moins au niveau de l'Afrique du Nord et du Sahel, avec la Libye et les pays du Sahel. Le pacte de défense qui est en cours de débat entre les pays du Sahel et la Russie, et le rapprochement entre les Libyens du maréchal Khalifa Haftar et de Poutine. C'est ça ce qui est considéré comme une trahison de la part de la junte militaire d'Alger, dont les 75% d'officiers sont formés à Moscou. Et la plupart de ces officiers parlent le russe couramment. C'est dans cette perspective, c'est une colère des Algériens, sans dire pourquoi. Parce que quand il s'agit d'une puissance, comme aux États-Unis, quand il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain, ils nous ont rien dit. Quand la Russie aussi a signé avec les pays du Sahel un pacte de défense et un rapprochement avec l'armée nationale libyenne, ils n'ont rien dit. Mais quand ils sont en face des petits pays, ils traduisent leur faiblesse et leur affaiblissement, je dirais, par des communiqués d'insultes, de mensonges, ce qui actuellement traduit la tension qui caractérise leur relation avec les Émirats arabes.
Merci beaucoup. Ah oui, exactement. On va finir sur cela. Énième couac diplomatique pour le voisin de l'Est. Merci beaucoup, professeur Abdelrahman Kawi. Merci d'avoir enrichi la discussion ce soir avec nous. Merci, professeur Nizar Derdabi. Merci d'avoir participé au débat ce soir. Et nous allons certainement revenir au bilan de ces African Lions. Je suppose que vous allez vous rendre sur place. Effectivement. Incessamment sous très peu. Et vous nous en donnerez des nouvelles. Merci. Bien sûr, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.